Et on commence avec notre séquence Regard d'expert. Bonjour Rémi, bienvenue dans Santé Future. Bonjour Alix. Et Hervé est là, bien sûr. Salut Hervé, Salut Alix, ravi de je te suis retrouver. ravi d'être là aussi. Voilà. Super. Rémi, vous êtes responsable de l'intelligence artificielle chez Prima, une entreprise spécialisée dans l'anatomopathologie. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors l'anatomopathologie, c'est une spécialité de la médecine qui consiste à analyser les tissus à un niveau microscopique. Et ça permet de caractériser les pathologies. Mm. Donc c'est principalement utilisé dans l'oncologie où on va aller caractériser les tumeurs. C'est ça qui va derrière déterminer le traitement qui va être administré aux patients. Et alors concrètement, que fait Prima? Alors concrètement, Prima va mettre en place des outils qui sont basés sur l'IA et qui vont guider les pathologistes dans leur analyse de l'image et dans l'établissement du diagnostic. Concrètement, ça se réalise avec des filtres, des filtres qui vont être appliqués aux images numériques de tissus microscopiques pour leur mettre en évidence des zones d'intérêt, pour aller afficher certains objets, faire des comptages de cellules, mettre des mesures sur la lame. Et ça va leur permettre d'accélérer le diagnostic et d'avoir aussi un diagnostic qui va être beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis. Oui, justement, pourquoi c'est stratégique dans le parcours de soins précisément? Dans le parcours de soins, c'est stratégique parce que ce moment du diagnostic, c'est un moment d'anxiété pour les patients. Donc, réduire les temps qui y sont consacrés, c'est intéressant. C'est aussi le diagnostic, un moment où on va avoir une analyse sur une image extrêmement complexe. Et donc, cette analyse, elle va être soumise à énormément de subjectivité. Donc apporter une mesure objective sur cette donnée-là, ça va permettre de fiabiliser le diagnostic. Et justement, puisque c'est le cœur de vos compétences, en quoi l'IA peut-elle changer la donne dans cette discipline? Alors, l'IA change la donne parce que, en apportant cette fiabilité et ce gain de temps, on va améliorer, on va améliorer le parcours de soins et on va aussi permettre aux laboratoires d'analyse biomédicale d'optimiser leur workflow. On va aussi pouvoir diminuer le besoin pour certains examens qui sont extrêmement chers, notamment des besoins en examen immunohistochimique. Ce sont des examens qui vont aller mettre en évidence certaines protéines sur des cellules. Et ces examens-là, ils prennent du temps et ils sont chers. Donc diminuer cette demande-là, ça a un réel impact. Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une vraie tension sur le diagnostic du cancer? Est-ce que vous avez des chiffres ou des repères à nous donner pour mesurer l'ampleur? Alors des chiffres peut-être pas, mais ce que je peux Ou un état des lieux, en tout cas. ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le nombre de cancers augmente drastiquement en France et dans la plupart des pays développés. Et à contrario, le nombre de médecins diminue aussi, notamment le nombre de pathologistes. Donc on a une filière qui est vraiment en tension. Et donc apporter de l'IA ici, c'est un réel intérêt. Et côté pratique, pour bien visualiser, à quoi il ressemble l'outil Prima? L'outil Prima, c'est un outil qui va être intégré dans un visualisateur de lame. Donc la lame, c'est la lamelle scannée, en fait, numérisée. Et donc il y a des logiciels qui permettent d'interagir avec cette lame. L'outil Prima va être intégré à l'intérieur de ces logiciels-là et mettre un calque par-dessus pour pouvoir mettre en évidence les zones d'intérêt, par exemple, ou tout un tas d'autres features. Il va aussi pouvoir générer des comptes rendus rapides de certaines mesures sur l'échantillon.
Et finalement, ça permet de détecter des lésions que l'œil humain ne pourrait pas détecter. Ça permet de détecter plus rapidement des lésions et de les détecter de façon complète. Mm. Ça permet aussi de détecter des objets qui sont tout petits sur des images qui sont énormes. Mm. Et donc l'œil humain va pouvoir les rater assez facilement. Ça va aussi pouvoir fiabiliser un diagnostic euh, en cas de doute. Et au-delà du cancer, quelles sont les pathologies sur lesquelles vous intervenez principalement? Alors, nous chez Prima, Ouais, on est centré sur le cancer, donc ça va être le cancer du sein et le cancer de la peau. ouais. On va pouvoir classifier les tumeurs Mm. en différents sous-types, notamment pour le cancer de la peau, en mélanome ou en carcinome basocellulaire ou Mm. en carcinome épidermoïde. On va pouvoir aussi faire du comptage de mitose. Tout ça, ce sont des choses qui vont permettre de caractériser le cancer dans sa globalité. Pour la peau, vous proposez le produit Cleoskin. En quoi est-ce qu'il est différenciant? Parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit que c'était assez inédit. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Effectivement, on est les seuls au monde à avoir développé un produit qui va aider à caractériser le cancer de la peau. Il existe d'autres outils pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate. Mm. Mais Prima, on est les seuls à avoir développé un outil pour la peau. Il y a une véritable demande de la part des pathologistes pour avoir de l'aide sur ces lésions, parce que ce sont des lésions qui sont extrêmement complexes et notamment les lésions pigmentées, donc les mélanomes, qui sont extrêmement complexes Ouais. à repérer et seul un œil vraiment expert de la dermatopathologie Mm. pourra faire ce Oui, style il de y a un diagnostic. réel attrait, vous m'avez dit, aux États-Unis, Tout à fait. particulièrement aux États-Unis. Pourquoi plus là-bas qu'ici? Alors, les États-Unis, ils ont un système de santé qui est complètement différent du système de santé français, évidemment. Ils ont des énormes laboratoires, et notamment en dermatopathologie, qui vont brasser un nombre de cas très significatif. Mm. Et donc avoir des logiciels comme ça qui leur permettent de faire un pré-tri Mm. pour flécher les cas de mélanome directement vers des experts, ça leur fait gagner un temps énorme. Et on mesure déjà les bénéfices cliniques dans les établissements avec lesquels vous travaillez? Totalement. Alors, on a fait des études cliniques qui démontrent que on peut gagner jusqu'à 50% de temps sur certaines tâches Mm. qui sont très longues. Et on peut aussi gagner jusqu'à 15% de précision sur Mm. le diagnostic. Pour prendre encore un peu plus de recul et dézoomer un peu, vous n'échapperez pas à cette fameuse question, est-ce que l'IA va remplacer le médecin selon vous? En tant que responsable IA, à qui d'autre demander? Alors, vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment un mythe. Mm. Euh, L'objectif est vraiment que l'IA puisse accompagner le médecin, Qu'elle l'augmente. qu'elle l'augmente, c'est ça, c'est l'idée du médecin augmenté, d'avoir un copilote pour guider le médecin, servir de garde-fou dans certains cas, éviter des oublis, s'assurer aussi qu'on a vraiment un diagnostic qui va être répétable et fiable. Mm. Donc, in fine, la décision reviendra Mais toujours la aux décision, professionnels, aux humains. exactement. Et justement, comment réagissent les professionnels face à cet outil? Eh ben, là-dessus, on a vu une vraie évolution depuis le début de Prima. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient plutôt réticents? Au début, ils étaient plutôt pas réticents, mais inquiets. Ils venaient nous voir en nous disant, bah en fait, moi, Et c'est j'ai quoi? pas C'est envie. des inquiétudes plus culturelles, pratiques? Oui, je pense culturel, parce que n'ayant jamais utilisé d'outils d'IA, ils se disaient, bah, l'IA va venir me remplacer et va me voler mon métier. Maintenant qu'ils commencent à avoir un peu les outils, prendre un peu les outils en main et à voir ce que font les outils, ils se rendent compte que en fait, l'IA va être là pour les débarrasser de tâches qui ne les intéressent pas.
Mmh. Et ils vont pouvoir se concentrer sur le diagnostic, Mmh. qui est la tâche Mmh. intéressante chez eux. Et du point de vue, du patient, puisque ce sont quand même les premiers concernés, quels sont les effets concrets sur leur, parcours de soins? Est-ce que ça se traduit par un diagnostic, plus rapide, moins d'anxiété? Exactement, c'est tout à fait ça. Mmh. On va réduire le temps de diagnostic dans le laboratoire d'Anapat, et on va avoir un diagnostic plus précis, donc moins d'erreurs. Mmh. Et où en est, le déploiement aujourd'hui, en France et à l'international donc, puisque vous êtes, très présent, aux États-Unis? Alors en France, on est bien installé. On a plusieurs partenaires, voire des grands partenaires comme l'Institut Gustave Roussy, Mmh. qui est un grand centre anticancéreux. Euh, on a aussi l'Institut Curie avec qui on travaille. Mmh. Plusieurs autres CHU et laboratoires privés. Et puis on est aussi en Europe avec plusieurs laboratoires en Belgique et en Suisse. Mmh. Euh, et les États-Unis évidemment D'où sur vient une lesquels demande, plus forte finalement? d'où vient une demande très forte Ouais. sur Cleoskin. Et l'objectif c'était vraiment d'attaquer ce marché d'ici la fin de l'année. Et en termes de projection, est-ce que vous développez d'autres outils? Est-ce que vous visez d'autres organes, d'autres pathologies? Totalement. Euh, On travaille sur notamment le cancer de la prostate et le cancer du col utérin. Mmh. Euh, Comment vous priorisez? Comment on priorise par rapport à la quantité de données qui est disponible Mmh. et donc aussi par rapport à l'incidence des pathologies. Donc, pour avoir le plus gros impact sur les laboratoires, on privilégie les pathologies, dans un premier temps en tout cas, qui ont le plus de cas. Mmh. Hervé, c'est à toi. Euh, non, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous racontez, parce que dans mon parcours de médecin, j'ai fait 6 mois d'anatomopathologie avant de trouver ma voie et j'ai fait autre chose. Je me souviens que c'était hyper compliqué, il fallait que je lise des lames, des frottis, des trucs, vous connaissez ça par cœur. Effectivement, il y a le côté ça va plus vite. Et moi, je trouve qu'il y avait deux autres sources d'inquiétude potentielle, c'était les faux positifs et les faux négatifs. Alors, je disais qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien, ou je disais il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Et ça, il y avait de quoi avoir un doute légitime. En fait, ma question qui vient, c'est comment vous allez réussir à démontrer l'intérêt de votre technologie, dont je ne doute pas, pour obtenir un prix, un remboursement, etc. Puisqu'on va vous dire, la référence, c'est quoi? C'est l'anatomopathologiste qui a une bonne vision, versus votre IA qui est formidable. Mais vous risquez d'opposer les genres. Là. Si on démontre que l'IA, c'est mieux que l'homme, ça va râler. Donc comment vous allez faire pour vos essais cliniques? Mais l'idée n'est pas de démontrer que l'IA est mieux que l'homme, l'idée est de démontrer que l'homme est meilleur avec l'IA. C'est vraiment cette idée de travailler main dans la main, du médecin augmenté. Et ça, on le démontre dans des études cliniques où on a le médecin qui travaille avec l'IA et le médecin qui travaille sans l'IA. Et on compare les résultats. Et on voit véritablement qu'il y a une amélioration du diagnostic du médecin qui utilise l'IA. Et en plus d'une amélioration du diagnostic, il y a une plus grande confiance du médecin en son diagnostic. D'accord. Et vous êtes déjà utilisé dans des laboratoires privés, des cliniques privées, des hôpitaux, je ne sais pas, en France, aux USA? Ouais, en France principalement, et puis en Belgique aussi. On est utilisé en routine. Ouais. Merci beaucoup. Rémi, vous restez avec nous. On passe tout de suite à l'analyse du docteur Bono.